En 465 avant notre ère, elle fut traînée sans ménagement dans la cour du palais le plus somptueux que la terre ait jamais vu. Ce qui suivit fut si brutal, si absolument horrible, que même les soldats présents, des hommes endurcis par la guerre et la violence, ne pouvaient en parler sans trembler. Leur tremblement n'était pas faiblesse, c'était le poids écrasant de ce qu'ils avaient vu. Son unique crime, avoir osé dire non à la mauvaise personne. Mais ce qui rend cette histoire véritablement terrifiante, ce n'est pas seulement cet acte de cruauté isolé. C'était un simple jour, un événement parmi d'autres à la cour royale perse. Juste un crime dans un schéma qui s'étirait sur des décennies. Un système en décomposition qui avait transformé le plus beau palais du monde en un lieu de torture psychologique. L'homme responsable, le roi Xerxès Ier, n'était pas seulement le guerrier que l'histoire retient. Derrière les portes closes, il était devenu autre chose. Quelque chose de bien plus monstrueux. Ce que nous allons explorer ici, c'est la guerre invisible qui se déroulait au cœur de son empire. Une guerre sans armes, où les victimes ne pouvaient ni fuir, ni combattre, ni même dire la vérité, sans risquer tout ce qu'elles chérissaient. En octobre 486 avant notre ère, à Persépolis, Xerxès, âgé de 36 ans, reçut la couronne du plus vaste empire connu. À partir de ce moment, il ne connaîtra plus jamais une interaction humaine véritable. Chaque individu qui l'approchait devait accomplir le rituel de la proskinèse, se prosterner face contre terre, embrassant la terre devant lui. Une soumission réservée aux dieux, non au roi. Personne ne pouvait lui tourner le dos, ni le regarder directement dans les yeux sans permission. Personne ne pouvait parler sans qu'il ne s'adresse à elle en premier. Vous attendiez, parfois des jours, des semaines, même si l'empire brûlait. Car interrompre le roi-dieu pouvait vous coûter la vie. Xerxès n'est pas né en croyant qu'il était divin. Il y fut systématiquement conditionné. Sa mère, Atossa, fille de Cyrus le Grand, avait vu sa famille se déchirer pour le trône. Elle avait appris une vérité brutale. La famille était la menace la plus dangereuse. Elle éleva son fils avec une seule leçon. Ne fais confiance à rien, contrôle tout, ne montre aucune faiblesse. Car la seconde où l'on vous perçoit comme humain, comme vulnérable, c'est la seconde où l'on vous tuera. Atossa avait forgé plus qu'un roi. Elle avait créé un homme qui croyait sincèrement que les autres êtres humains n'existaient que pour servir sa volonté, des extensions de lui-même. Ceci se jouait dans l'Anderun, le foyer royal. Loin des fantasmes hollywoodiens de harem débridé, l'Anderun était une institution politique sophistiquée. Xerxès n'eut, semble-t-il, qu'une seule épouse adulte, la reine Amestris. Elle n'était pas une figure effaçable. Elle détenait un pouvoir immense, possédant des domaines, commandant ses propres troupes, rencontrant des dignitaires. Elle contrôlait même des projets de construction impériaux. Mais tout ce pouvoir était à la merci d'un seul mot du roi. Les femmes les plus puissantes de l'Empire, la mère du roi, son épouse, ses sœurs et ses filles, y vivaient dans un luxe inimaginable. Des robes valant des villes entières, des mets exquis, des centaines de serviteurs à leurs pieds. Mais elles étaient aussi des prisonnières. Le médecin grec Ctésias décrit des quartiers scellés, des murs massifs, des portes verrouillées, interdisant tout homme, sauf le roi et ses eunuques castrés. Elles pouvaient voir la vie au-delà des hautes fenêtres, entendre les bruits du monde, mais elles ne pouvaient pas y participer. Elles avaient tout, sauf l'autonomie, le contrôle de leur propre existence. Plus horrifiante encore, cela n'était pas perçu comme une oppression. C'était un honneur, une protection, le plus grand privilège. Les femmes, élevées pour voir cette cage comme un palais, percevaient leur impuissance comme une forme de pouvoir, leur isolement comme une connexion divine. C'est l'insidiosité du contrôle systémique. Les victimes l'intériorisent, le défendent, incapables d'imaginer une alternative. Pendant des décennies, le système fonctionna, les registres officiels ne parlant que d'ordre et d'harmonie. Puis, quelque chose tourna catastrophiquement mal. Hérodote, 30 ans après la mort de Xerxès,
rapporte un incident si troublant que sa véracité est débattue depuis plus de 2000 ans. Malgré les préjugés grecs, ces détails psychologiquement précis méritent attention. Vers les années 470 avant notre ère, après sa défaite humiliante contre la Grèce, Xerxès développa une obsession pour l'épouse de son frère, Macistès. Son nom, comme son existence, a été effacé de l'histoire. Une victime. Elle était l'épouse d'un puissant commandant, une mère, et Xerxès la désirait. La vérité est simple, mais ici réside la révélation psychologique. Xerxès, se croyant divin, ne se contenta pas de prendre ce qu'il voulait. Une partie de lui, semble-t-il, désirait son consentement. Il voulait qu'elle le désire. Il l'approcha, fit des avances et des promesses. Elle répondit « non ». Imaginez le courage. Devant l'homme le plus puissant de la terre, qui avait le droit absolu de prendre, elle le regarda dans les yeux et refusa. Pour la plupart des hommes, l'affaire se serait arrêtée là. Mais Xerxès n'était pas la plupart des tyrans. Son conditionnement lui avait enseigné que ses désirs étaient des impératifs cosmiques. Toute résistance était un désordre qui devait être corrigé. Il n'abandonna pas. Il déplaça son attention vers la fille de cette femme, Arthéinte, sa propre nièce, probablement âgée de la fin de l'adolescence au début de la vingtaine. Contrairement à sa mère, elle n'eut pas la force ou le courage de refuser. L'affaire commença. Rejeté par la mère, Xerxès exerça son contrôle absolu sur la fille. Une partie sombre de lui avait besoin de prouver ce contrôle, de blesser la femme qu'il avait défiée. Selon Hérodote, Xerxès promit à Arthaïnde tout ce qu'elle désirait. Elle demanda une robe magnifique, unique en son genre, tissée personnellement par la reine Amestris, avec du fil d'or et de la pourpre royale perse, un symbole du statut de la reine. Xerxès la lui donna. Xerxès n'était pas stupide. Il savait exactement ce qu'il faisait. Donner à sa maîtresse le vêtement personnel de sa femme était un acte délibéré, une insulte calculée, conçue pour humilier Amestris. Et au fond de lui, il le désirait. Car le pouvoir absolu ne réduit pas seulement l'empathie, il l'inverse. La souffrance d'autrui devient divertissement, le conflit un sport, la douleur d'autrui, la preuve de votre suprématie. Quand la reine Amestris vit sa robe sur Arthaïnte, elle comprit immédiatement le message. Mais elle n'explosa pas de rage. Elle planifia sa réponse avec la froide précision de celle qui maîtrisait la politique brutale de la cour. Amestris ne visa pas Arthaïnte, elle visa la mère d'Arthaïnte, la femme qui avait refusé le roi, la femme totalement innocente. Elle attendit le moment parfait, la célébration de l'anniversaire du roi. Selon la coutume perse, le roi devait accorder toute demande faite publiquement ce jour-là. Devant toute la cour, Amestris fit sa demande. Elle voulait l'épouse de Maciste en cadeau. Xerxès comprit immédiatement l'horreur qu'il avait déclenchée. Il la supplia de choisir autre chose, des villes, des richesses, des armées. Mais Amestris ne céda pas. Xerxès, lié par le code sacré, ne put refuser. Il donna l'ordre. La femme fut arrachée à son foyer et livrée à la reine. Ce qui arriva ensuite est si brutal qu'Hérodote lui-même peine à le décrire. Amestris fit mutiler la femme d'une manière inimaginable, ses traits humains effacés pour la transformer en un symbole glaçant de la brutalité du pouvoir. Ses seins, son nez, ses oreilles, ses lèvres, sa langue furent coupés. Puis, elle fut renvoyée à son mari dans cet état. Un message. C'est l'un des actes de cruauté les plus horribles jamais enregistrés dans le monde antique. Le niveau de sadisme dépasse l'entendement. Mais sous cette cruauté, il y avait une psychologie précise. Amestris ne punissait pas seulement une rivale, elle faisait une déclaration sur le pouvoir absolu au sein du foyer royal. Le message était clair. Je suis la reine. Mon pouvoir est absolu. Quiconque devient l'objet du désir du roi, qu'il le veuille ou non, sera détruit. Leur destruction sera une leçon pour les générations à venir. Mais il y avait une autre couche, encore plus troublante. En ciblant la mère innocente, Amestris punissait cette femme pour sa vertu, pour son refus, pour sa loyauté. Le message était « Tu aurais dû te soumettre, tu aurais dû abandonner ta dignité ». Ici,
La vertu et la résistance ne sont pas admirées. Elles sont perçues comme une rébellion. Mazistès, le mari de la femme, réagit avec une rage absolue. Il rassembla ses forces et tenta de se rebeller contre son propre frère, le roi. Mais la rébellion était vouée à l'échec. Les forces royales étaient trop puissantes. La révolte fut écrasée. Mazistès et toute sa famille, ses fils, ses filles, tous, furent traqués et exécutés. La femme qui avait dit non, la fille qui n'avait pas pu dire non, et toute leur lignée furent complètement effacées de l'histoire. Tout cela parce qu'un homme croyait que ses désirs étaient des impératifs cosmiques, que l'univers lui-même servait sa volonté. Alors, était-ce un incident isolé, une parenthèse effroyable dans un règne par ailleurs normal, ou bien une fenêtre ouverte sur l'âme même de la cour perse? Le problème, c'est que les annales royales perses, ces inscriptions et documents officiels, étaient conçus pour projeter une image bien spécifique, celle de l'ordre divin, des victoires militaires, des projets de construction grandioses, de la piété religieuse. Elles ne consignaient ni les scandales de palais, ni les conflits familiaux. Surtout, elles ne laissaient aucune trace de ce qui aurait pu humaniser le roi, le critiquer ou suggérer qu'une quelconque faille existait. Nous sommes donc réduits aux fragments, des sources grecques potentiellement biaisées, des preuves archéologiques qui suggèrent sans jamais prouver, et surtout la logique psychologique implacable du pouvoir absolu lui-même, la façon dont nous savons que le pouvoir corrompt et détruit. Voyons ce que nous savons avec certitude. Nous savons que Xerxès fut élevé dans un système spécifiquement conçu pour éteindre son empathie, pour anéantir sa capacité à ressentir ce que les autres ressentaient. Dès sa naissance, il fut conditionné à voir les autres êtres humains comme des objets, des instruments destinés à servir sa volonté. Nous savons qu'il subit l'une des défaites militaires les plus humiliantes de l'histoire lors de son invasion de la Grèce. Il rentra chez lui l'ego brisé, sa paranoïa exacerbée. Et nous savons qu'après la Grèce, quelque chose bascula. Le dossier historique montre que Xerxès se retira pour l'essentiel de la vie publique. Il cessa de mener des campagnes militaires, arrêta de voyager à travers l'Empire. Il se terra dans ses palais, notamment celui de Persépolis, passant les dernières années de sa vie à des projets de construction et à ce que les sources décrivent vaguement comme des activités privées. Quelles étaient ces activités privées? Les sources ne s'étendent pas sur les détails. Mais ce que nous savons, c'est que la cour devint de plus en plus isolée. L'entourage du roi se coupa davantage du monde extérieur. Ses fils grandirent en voyant la paranoïa de leur père s'aggraver, le regardant devenir de plus en plus méfiant et effrayé. Le pouvoir des fonctionnaires de la cour, comme Artabanos, le commandant de la garde royale, s'accrut de manière spectaculaire. Ils gagnèrent un contrôle toujours plus grand. Qu'est-ce que cela nous dit? Le système avait englouti même l'homme en son centre. Xerxès était devenu le prisonnier de son propre pouvoir absolu. Il ne pouvait faire confiance à personne, il ne pouvait établir de relations sincères. Il ne pouvait même pas être certain que ses propres fils ne le tueraient pas. Ce qui, comme nous allons le voir, était une crainte parfaitement fondée. Pour les femmes du foyer royal, pour celles qui vivaient dans ces quartiers du palais, cette période dut être absolument terrifiante. Un roi-dieu paranoïaque et isolé détenait un pouvoir absolu sur leur vie, leur corps, leur famille. Aucun appel, aucune protection, aucune échappatoire. Mais voilà, ce n'était pas un cas unique à Xerxès. Il n'avait pas inventé ce système, il en avait hérité, il l'avait perfectionné, puis il l'avait transmis à ses successeurs. En août 465 avant notre ère, dans le palais de Persépolis, au milieu de la nuit, le roi Xerxès Ier, souverain du plus grand empire de l'histoire, fut assassiné dans son propre lit. Les détails sont flous, les sources se contredisant, mais la version la plus tragique, celle que plusieurs historiens grecs ont conservée, est la suivante. Artabanos, le commandant de la garde royale, l'homme dont la mission était précisément de protéger le roi, était à la tête de la conspiration. Lui et un petit groupe de fidèles
s'introduisirent dans les appartements privés du roi et le tuèrent dans son sommeil. Mais Artabanos ne s'arrêta pas là, il exécuta un plan si astucieux, si psychologiquement sophistiqué, qu'il révèle à quel point le dysfonctionnement s'était répandu au sein de la famille royale. Il se rendit auprès du fils cadet de Xerxès, Artaxerxès, et lui annonça que son frère aîné, le prince héritier Darius, venait d'assassiner leur père. Il présenta de fausses preuves, manipula le jeune prince, exploitant son chagrin, sa rage et son choc. Artaxerxès, croyant le mensonge, crut ce qu'Artabanos lui dit et exécuta son propre frère. Il tua son propre sang pour venger ce qu'il pensait être le meurtre de leur père. Ce n'est que plus tard, quand Artabanos tenta de s'emparer du trône et de consolider son propre pouvoir, que la vérité éclata. La vérité véritable émergea. Artaxerxès, réalisant qu'il avait été manipulé, qu'il avait été trompé et poussé à assassiner son propre frère, fit traquer et tuer Artabanos. Tous les co-conspirateurs d'Artabanos furent également exécutés. Pensez à ce que cette histoire nous révèle. Le propre garde du corps du roi l'assassina. Le propre fils du roi assassina son frère. Et tout cela se produisit à l'intérieur du palais le plus lourdement gardé du monde antique, entouré de milliers de soldats loyaux. Comment une telle chose peut-elle arriver, à moins que le système entier ne soit complètement brisé? À moins que la culture de la peur et de la paranoïa ne se soit si profondément répandue dans toute la structure que même le cercle intime, même les personnes les plus proches du roi, ne voient l'assassinat comme la seule voie de survie, le seul chemin à suivre. Xerxès avait passé sa vie entière à construire des murs autour de son palais, des murs autour de son foyer, des murs autour de sa propre humanité. Et à la fin, ces murs ne le protégèrent pas, ils ne le gardèrent pas en sécurité, ils le piégèrent, ils l'emprisonnèrent, ils devinrent la structure même de sa tombe. Pour les femmes du foyer royal, la mort du roi Xerxès ne changea rien, elle n'améliora en rien leur situation. Artaxerxès Ier hérita du trône, et en héritant du trône, il hérita également du système. Landerun perdura. La pratique de considérer les femmes royales comme des atouts politiques et des outils continua. L'isolement persista. Le contrôle continua. La réduction des êtres humains à des instruments, à des outils du pouvoir dynastique, tout cela continua. En fait, cela s'intensifia. La situation s'aggrava. Artaxerxès et son propre fils, qui deviendrait plus tard Darius II, épousèrent sa demi-sœur, Parasatis. Une union conçue spécifiquement pour consolider le pouvoir, le maintenir au sein de la famille, empêcher toute dilution de la lignée. Cette pratique du mariage entre frères et sœurs devint plus courante dans les générations achéménides ultérieures. Influencée par les traditions zoroastriennes et les idées religieuses, elle était avant tout motivée par un calcul politique, par le désir de conserver le pouvoir. Cela continua pendant le siècle et demi suivant. De génération en génération, jusqu'à ce qu'Alexandre le Grand réduise Persépolis en cendres et conquiert l'Empire. Le système persista tout ce temps. Des générations de femmes naquirent dans ce palais. Elles vécurent toute leur vie entre ces murs. Elles moururent sans jamais connaître autre chose, sans jamais connaître la liberté, sans jamais connaître une autre réalité. Et voici la partie vraiment glaçante, celle qui vous hante. Cela n'était pas perçu comme une tragédie, ce n'était pas compris comme une injustice, comme maléfique ou inéquitable. C'était perçu comme la civilisation, c'était perçu comme l'ordre, c'était perçu comme le cours naturel des choses, la façon dont les choses devaient être. Les fonctionnaires qui l'appliquaient croyaient faire leur devoir. Les prêtres qui le bénissaient et le sanctifiaient par des rituels religieux pensaient servir leur Dieu. Les femmes qui le subissaient, qui y vivaient, le défendaient souvent. Elles défendaient le système qui les détruisait. Pourquoi ? Parce qu'on leur avait appris dès la naissance que c'était un honneur. On leur avait enseigné que leur captivité était un privilège, que leur isolement était une intimité avec quelque chose de divin. C'est à cela que ressemble l'oppression systémique quand elle fonctionne vraiment, quand elle atteint sa forme la plus efficace, quand les victimes ne peuvent même pas reconnaître leur propre oppression, ne peuvent pas voir ce qui leur est fait, quand la cage est si belle,
quand elle est faite de matériaux si précieux et remplie d'un tel luxe que l'on oublie complètement que c'est une cage. Les ruines de Persépolis se dressent encore aujourd'hui, silencieuses, sous le soleil implacable du désert iranien. Des colonnes brisées s'étirent vers le ciel comme des doigts suppliants, témoins muets d'une grandeur passée, mais surtout d'une horreur oubliée. Les touristes les traversent, imaginant la splendeur et la puissance d'un empire antique. Mais ces pierres, elles, murmurent d'autres histoires, celles des femmes dont les noms ne furent jamais consignés, dont l'existence fut effacée. Elles portent la mémoire des voix jamais entendues, des mots jamais prononcés. Elles se souviennent des vies vécues entièrement au gré du plaisir d'un autre, soumises à la seule commande d'un maître. L'histoire du foyer de Xerxès n'est pas qu'une simple anecdote ancienne. Elle ne se limite pas à un objet d'étude pour les érudits ou les passionnés d'histoire. C'est un avertissement, un écho puissant qui résonne à travers chaque siècle, chaque civilisation. Elle nous révèle ce qui se produit lorsque nous bâtissons des systèmes qui placent un être humain au-delà de toute reddition de compte, lorsque nous confondons le pouvoir avec la divinité, lorsque nous nous persuadons que certains sont nés pour régner et d'autres pour servir. Lorsque nous acceptons cela comme une normalité, le palais n'est plus que ruine, l'empire n'est que poussière, mais la leçon, elle, demeure. Elle s'applique toujours à nous. Le pouvoir absolu ne corrompt pas seulement celui qui le détient, ce n'est qu'une partie de l'équation. Il corrompt tous ceux qui participent à son maintien, tous ceux qui soutiennent le système. Il tord l'amour en contrôle, il transforme le devoir en peur. Il réduit les êtres humains à de simples instruments. Il les déshumanise. Et ce n'est pas de l'histoire ancienne. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit il y a des milliers d'années seulement. C'est une réalité qui se déroule en ce moment même, quelque part dans le monde, derrière des murs que nous ne pouvons pas voir. Pensez à notre propre conditionnement, à la manière dont nos sociétés modernes, avec leurs propres formes subtiles de pouvoir, nous façonnent. Sommes-nous capables de distinguer la cage dorée de la liberté véritable? Combien de fois acceptons-nous les normes imposées, les privilèges qui masquent une forme d'asservissement, simplement parce qu'ils sont présentés comme un honneur, une ascension sociale, ou même une connexion à une forme de supériorité? Ce qui s'est passé à Persépolis est une mise en garde intemporelle contre les dangers de la déshumanisation, le refus de reconnaître la pleine humanité de chaque individu, quelle que soit sa position ou son origine. C'est un rappel brutal que la dignité humaine n'est pas un droit octroyé par une autorité, mais une valeur inaliénable qui doit être farouchement protégée. Protégée contre les tyrans et contre les systèmes, même ceux qui se parent des plus belles apparences. La véritable force d'une civilisation ne réside pas dans l'étendue de son empire, la magnificence de ses palais ou la puissance de ses armées. Elle réside dans sa capacité à préserver l'intégrité, la liberté et l'autonomie de chaque personne en son sein. Les cris silencieux des femmes de Landerun, bien que perdus dans les sables du temps, nous rappellent que le prix de l'oubli est le sacrifice de notre propre humanité. Il est de notre responsabilité de les écouter, de comprendre leur histoire et de ne jamais laisser le pouvoir, sous quelque forme que ce soit, se transformer en une machine qui broie l'esprit humain au nom de l'ordre ou de la divinité. Car la leçon la plus cruciale est peut-être celle-ci. Nous sommes tous des êtres humains, faillibles, mais aussi capables de compassion, de résistance et de changement. Et c'est en cela que réside notre plus grand espoir.